Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce générique, sûrement vous l'avez reconnu. C'est Black Mirror, c'est une série, à mon avis, très exceptionnelle sur Netflix. Et cette série, vous savez, d'abord le son, c'est un peu comme la craie dans notre enfance qui crissait sur le tableau. C'est quasiment inaudible. Et pourquoi c'est inaudible ? Parce que ce qu'on voit dans Black Mirror, c'est nécessairement ce qui arrive. C'est absolument effarant. Et là, il s'est passé un épisode de Black Mirror à Paris le 31 décembre sur les Champs-Élysées. Vraiment à l'instant T, à l'heure H, 23h59 puis 0h, la plus belle avenue du monde, Paris, 1 million de personnes. Et je ne sais pas si vous avez vu ces clichés circuler sur les réseaux, ils sont très impressionnants. On voit quasiment 1 million de personnes sortir quasiment le même téléphone, prendre la même photo à la même heure. Et là, vous dites, non mais attendez, il y a un problème. C'est Black Mirror ou quoi ? C'est une fausse photo ? Non, c'est une vraie photo. Et là, on comprend que cette écranisation du monde, le fait de mettre un écran entre soi et le monde, ça abolit quasiment le temps, ça abolit quasiment l'espace. J'y étais, c'est pour ça qu'on veut aller dans ces événements. J'y étais là où il fallait être, au bon moment. Et en fait, j'y étais pas, puisque j'étais derrière mon écran. Et en apparence, ce comportement, il apparaît, on va dire, très ultra individualiste, un peu comme les gens, vous savez, qui se selfient à côté du Taj Mahal ou de la Tour Eiffel, comme si la Tour Eiffel ou le Taj Mahal avaient besoin de leur image. Et comme s'ils les apportaient quelque chose, ils rehaussaient le Taj Mahal ou la Tour Eiffel en mettant leur image dessus. Mais en réalité, les images du 31 décembre 2023 de cette belle cérémonie d'ailleurs sur les Champs-Élysées, eh bien elles sont largement disponibles et de bien meilleure qualité que toutes celles que ceux qui ont prise elles-mêmes l'image. Oui, mais la différence c'est que c'est mon image à moi avec mon téléphone à moi. Et en fait, on se rend compte qu'il y a là derrière, pas du tout de l'individualisme, mais presque le contraire, une incroyable dilution de l'individu. Pourquoi ? D'abord, je vais dans un endroit comme le méga concert, comme ces rassemblements où l'individu est aimanté par la foule justement pour se diluer dans la foule. Et qu'est-ce que je fais ? Je prends la même photo avec le même téléphone que tout le monde et je vais poster sur les mêmes réseaux sociaux la même image. Et pourquoi ? Probablement dans l'espoir vain que quelqu'un clique et dise « Ah ben cette photo elle est bien ». C'est quand même étrange. Autre bizarrerie, est-ce que c'est pas un moyen de se balader avec une sorte de bulle autour de soi pour ne pas être avec les autres ? En tout cas, moi il y a quelque chose qui m'a fasciné dans cette image. C'est que lorsque vous ne regardez pas le monde, lorsque vous n'êtes pas avec les autres et lorsque vous êtes derrière un écran, vous ne vivez pas vraiment ce que vous vivez. Et peut-être vous vous dites, mais je retournerai les images plus tard. Je pourrais retourner dans la mémoire vive de mon ordinateur ou de mon smartphone. Mais en fait, votre mémoire à vous, elle est vide. Donc ça abolit le souvenir, ça abolit la mémoire. Pour se souvenir, il faut vraiment avoir vécu les choses. On peut même pousser le bouchon un peu plus loin. Est-ce que cette épidémie mondiale d'écranisation est pas en train de faire disparaître la relation avec les autres ? Voilà, ça s'est passé tout à fait près de chez nous. C'était du Black Mirror, c'était le 31 décembre 2023. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le patriotisme. Garde à vous! On a tous reçu, Françaises, Français, une carte de vœux bleu, blanc, rouge du président de la République qui voulait célébrer les fiertés patriotiques en 2024. 2024 sera, dit-il, un millésime français. Oui, sauf que toutes ces fiertés françaises datent un peu. Notre-Dame, c'est bien de l'avoir reconstruite, c'était mieux de l'avoir construite, mais c'était il y a 1000 ans. La langue française, oui, mais ça date de l'édit de Villers-Cotterêts, c'est-à-dire de 1510, ça date un peu. Créer les Jeux Olympiques, formidable, mais ça date de 1896. Ça date un peu. La libération qu'on va célébrer ? Oui, c'était il y a 80 ans. Et puis tous ces symboles ne sont pas spécifiquement français. La langue française, elle est parlée par des centaines de millions de personnes dans le monde. C'est la francophonie, les Jeux Olympiques, c'est par définition une fête internationale. Elle ne nous appartient pas seulement à nous. La libération, elle concerne autant les Alliés que la résistance française ou la France libre. Et donc on se dit, mais c'est peut-être pas totalement le fait du hasard si le président de la République, il nous a prononcé des vœux soi-disant patriotiques derrière des drapeaux
dont le drapeau français, mais pas que. Le drapeau français était loin, noyé au milieu des drapeaux de l'Union européenne, des nations olympiques, le drapeau d'ailleurs des Jeux olympiques. Donc on a eu un président international, un président mondial. Cette France des cathédrales, des bâtisseurs, de l'impossible des pas français, elle concerne pas vraiment le présent, si vous avez écouté les vœux du président de la République, puisqu'il nous parle de réarmement. Réarmement militaire, réarmement civique, réarmement économique, réarmement des services publics. Si on doit se réarmer, c'est qu'on était donc désarmés. Quant à l'avenir, qu'est-ce que c'est son grand projet, le président de la République ? Je vous le donne en mille, ça s'appelle la souveraineté européenne. La souveraineté européenne, c'est la cigarette qui dégage les bronches. La souveraineté européenne, c'est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes, puisque si vous êtes souverain en tant que Français, si nous sommes souverains, si la République française est souveraine, comme le dit la Constitution, dont le président de la République est garant par ailleurs, alors l'Europe ne peut pas être souveraine. Souverain, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le peuple est maître chez lui, le peuple français est maître chez lui. S'il y a une souveraineté européenne, c'est donc plus le peuple français qui est maître chez lui, c'est l'Europe. Et plus de souveraineté européenne, c'est nécessairement moins de souveraineté française, moins d'autorité de l'État, moins d'autorité française. Et voilà. Et donc, le président de la République, il nous a vendu une sorte de grande fusion-acquisition, où on a finalement une France qui va devenir une filiale. Et lui-même, il s'étonne, mais comment peut-il s'étonner d'avoir moins d'autorité, moins de prestige, moins de force ? Et comment peut-il s'étonner que jusque dans les classes des écoles en France, des lycées, les incarnations de l'État et moins d'autorité, puisque nous ne sommes plus vraiment un État, nous nous appartenons plus complètement, nous appartenons à la souveraineté européenne. En 2017, la France avait 10 ans de retard. En 2027, elle aura donc 10 ans d'avance sur son effondrement et sur sa dilution dans l'Union européenne. Merci Manu. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La jeunesse qui monte. La jeunesse, c'est la seule maladie, paraît-il, dont on est presque sûr de guérir. Mais apparemment, en politique, ça n'a pas l'air d'être une maladie très gênante. Pourquoi ? Parce qu'on constate, et là, la dernière mesure de ce que je vais vous dire, c'est le top 50 du JDD des personnalités les plus appréciées par les Français. Eh bien, le seul politique, croyez-le ou pas, le seul politique qui s'est incrusté dans ce top 50 assez fermé, le seul politique qui s'appelle Jordan Bardella, et il a 28 ans. Et quand on regarde un autre classement, celui des personnalités politiques, qui arrive en tête, eh bien, c'est un certain Gabriel Attal, 34 ans, 28 ans, 34 ans, à croire qu'en politique, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est étonnant aussi, d'ailleurs on regarde en particulier le cas de Jordan Bardella, c'est quelqu'un, et peut-être qu'on peut dire la même chose de Gabriel Attal, qui fait de tous ses handicaps des forces en fait. Il est jeune, il est très jeune, justement, il passe pour le Mozart, il impressionne tout le monde parce qu'il est jeune. Il n'a pas fait de cursus dans les grandes écoles, c'est pas le profil type d'un techno ou d'un petit homme gris. Justement, il en fait une force, il fait une force de ses origines modestes aussi. Alors est-ce que c'est un risque pour la classe politique plus établie ? C'est pas sûr, parce que dans ces classements des personnalités politiques les plus appréciées des Français, on avait par exemple une Simone Veil qui a caracolé dans les premières places pendant très longtemps, et elle n'a pas vraiment fait d'ombre à un Jacques Chirac ou un Nicolas Sarkozy. Ensuite, ce renouvellement des générations me semble très intéressant à souligner en ce début d'année, parce que je voulais commencer l'année sur une tonalité un peu optimiste. On est tellement accablé par les mauvaises nouvelles. Est-ce que ça veut pas dire Gabriel Attal, 34 ans, Jordan Bardella, 28 ans, et même le président Macron, d'ailleurs, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en 2017, quand il s'est présenté et qu'il a gagné, il avait moins de 40 ans. Est-ce que ça ne signifie pas, au fond, qu'il y a un désir de renouvellement de la classe dirigeante extrêmement puissant chez nos compatriotes? Il est permis de le penser. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que notre pays, en plébiscitant plutôt de jeunes dirigeants, a non seulement envie de changement, mais a envie de vivre, a envie de survivre? Joe Biden, 81 ans. Donald Trump, 77 ans. Lula, 78 ans. Xi Jinping, 70 ans. Poutine, 71 ans. N'en jetez plus. Je pense qu'en France, il y a un très très rare désir de durer dans le monde occidental. Et c'est la raison pour laquelle peut-être la France, tel un phénix, pourrait rejaillir
et se renouveler. On va en parler avec mon invité, Charles-Henri Gallois, auteur d'un bouquin passionnant intitulé « Nos grands défis du XXIe siècle, énergie et immigration ».